Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode, ce nouvel interview sur Insomnie hors de mon lit. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver, comme pour chaque épisode, comme pour chaque interview, avec à chaque fois des spécialistes différents, des experts dans leur domaine, qui vous apportent des éléments, des pistes de réflexion pour pouvoir avancer sur votre chemin, chemin de la santé, chemin vers un meilleur sommeil. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Jumeau. Pauline, bonjour, bienvenue sur le podcast. Merci à toi Aurélie de m'avoir invitée, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous tous. Eh bien écoute, Pauline, aujourd'hui, on va parler prise de sang avec toi. Alors on va développer ça, puis surtout on va faire le lien avec le sommeil, on va faire le lien avec, finalement ce que je peux moi, évoquer semaine après semaine sur le podcast, sur YouTube. On va voir à quel point c'est transversal, à quel point c'est connecté. Mais avant ça, bien sûr, tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, ce qui t'a amené à t'intéresser à ça. Toi, tu es spécialisée dans ce qu'on appelle le domaine du biohacking, de la santé fonctionnelle, dans l'idée que, l'approche intégrative de la santé avec, toutes les connaissances scientifiques que tu peux avoir, parce que tu es docteur en pharmacie, mais aussi avec des pratiques dans le quotidien permettent d'optimiser la santé, d'optimiser l'énergie, d'optimiser la longévité. Et un des outils, qui va permettre de faire un état des lieux, qui va permettre d'aller plus loin, qui va permettre de comprendre, mais aussi de mettre en place des choses adaptées, eh bien, c'est justement un petit peu l'analyse des, des bilans sanguins. Hem Pauline, la parole est à toi pour démarrer cet échange. Dis-nous ce qui te passionne dans la vie, comment tu en es arrivée là, et puis après, on ira dans le cœur du sujet. OK, avec grand plaisir. Eh bien en fait, de base, si je me suis lancée dans tout ce domaine qu'est la santé, finalement, c'est pour moi, initialement. Quand j'avais 16 ans, donc je suis rentrée en première année de médecine, le concours PACES, et on m'a trouvé une hypothyroïdie d'Hashimoto et quelques mois après, une endométriose. Donc 2 maladies qu'on connaît comme, en finalement incurables, qui vont nécessiter des traitements, on va dire, palliatifs, qui vont pas régler le problème. Et j'étais pas tout à fait à l'aise avec, cette idée de devoir, prendre un traitement à vie qui réglerait pas le souci. Donc en fait, en parallèle de mon doctorat en pharmacie, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était nutrition, micronutrition, donc la science des compléments alimentaires, les analyses biologiques fonctionnelles, donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les analyses biologiques qui vont bien au-delà de ce qu'on peut faire en routine en France, vraiment, l'impact du mode de vie et de l'environnement sur la santé. Et en cumulant en fait toutes ces informations que j'ai pu avoir tant sur le parcours traditionnel avec la fac de pharma, bien moi ce que j'ai pu trouver, en lisant des études, en apprenant des médecins, des pharmaciens notamment étrangers, belges, suisses, aux États-Unis, et bah, j'ai réussi à faire taire, ces 2 maladies donc que j'ai en moi actuellement. Ma thyroïdite est stabilisée, je n'ai plus de soucis. Pareil pour mon endométriose, sans traitement, donc c'est quelque chose dont je suis très fière et j'ai réalisé surtout qu'il y avait pas de fatalité. Heu, j'ai commencé à bosser en pharmacie, classique, pendant plusieurs années et ça m'a assez, dépitée, si je puis dire, de voir toutes ces personnes sous traitement chronique, en fait, qu'on maintient, avec des médicaments, mais dont on règle jamais vraiment le problème. Ça, c'était quelque chose qui me touchait et je me suis dit: «Mince, moi j'ai réussi à le faire, maintenant il faut que j'aille aider d'autres à le faire pour eux-mêmes également». Donc c'est vraiment ma mission aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a pas de fatalité, même quand on a des maladies chroniques, même quand on a des inconforts comme ça au quotidien, bah, il est tout à fait possible de faire machine arrière. Le corps, sait se réparer quand on lui donne les bonnes choses. Et effectivement, ce processus passe par, en général, un passage obligatoire par les analyses biologiques fonctionnelles pour bien comprendre ce qu'il en est sur son statut en vitamines, en minéraux, et hormonal évidemment. Merci pour cette introduction qui va faire le pont avec, tout ce qu'on va pouvoir dire derrière, bien évidemment. Et il y a quelque chose que tu as évoqué sur lequel je voudrais rebondir, c'est que tu as dit, des maladies, qui sont chroniques, maladies chroniques. Et moi, ce que j'aime bien dire, ce sont des maladies qui sont dites chroniques, des maladies qui sont dites incurables, et effectivement, ton parcours en est la preuve. Moi aussi, dans une autre mesure,
tous ces parcours où finalement on vient mettre des étiquettes en disant: «Bon, bah, voilà, c'est vraiment pas de bol, vous avez ça. Bon, bah, voilà, c'est comme ça, bon courage». Et finalement, on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention avec les mots parce que les mots qu'on va utiliser et les mots qu'on va utiliser pour soi-même ou les étiquettes qu'on peut coller sur les autres ou qu'on se colle sur soi-même, ils peuvent un peu déterminer le parcours qu'on va avoir. Ils peuvent parfois casser la motivation, l'envie de s'en sortir en se disant que ça ne sert à rien. Ou alors, au contraire, ils peuvent motiver, ils peuvent sensibiliser, ils peuvent éveiller. Et donc, je trouve que d'un point de vue sémantique, c'est très important de se dire qu'aujourd'hui, les termes qui sont utilisés, d'un point de vue de la santé globale, ce sont des mots qui reflètent la façon qu'on a de voir la santé, la médecine, etc. Mais ça ne reflète pas une sorte de vérité. Alors, je sais que c'est un petit peu, finalement éloigné de ce que j'ai annoncé comme programme, mais c'est pas grave, on peut démarrer par ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, Pauline? Parce que c'est quelque chose que je vois très fréquemment quand, j'échange avec les personnes que j'accompagne et c'est peut-être ton cas aussi. C'est qu'on est très enfermé dans la sémantique, très enfermé dans les mots et en fait, quand on vient décortiquer un petit peu ces mots-là, on a le visage des gens qui s'éclairent en se disant: «Oh, mais je n'avais jamais imaginé ça». Rien que là, de juste rajouter un petit mot en disant des maladies dites incurables, dites comme ci, dites comme ça veut dire que derrière, il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Je te laisse la parole. C'est génial que tu parles de ça, Aurélie, parce que, je trouve qu'on n'en parle pas du tout et pourtant, pour l'avoir vécu moi-même et assez jeune finalement, alors je m'estime quand même chanceuse, c'est des maladies chroniques, mais pas trop graves sur le fond, c'est pas les cancers ou les choses comme ça, donc mais mine de rien, pour l'avoir vécu à 16 ans, quand on passe de tout le monde qui fait la fête, qui se porte bien, on est censé être en pleine force de l'âge, à être épuisé chronique comme une vieille mamie et ne plus avoir d'énergie et surtout être catégorisé comme malade, ça m'a mis un choc psychologique énorme. Mais vraiment. Et ça, c'est, je pense, qui fait la différence dans nos accompagnements, c'est que quand on a connu ce que c'était de pas être au top, ce côté malade, on a une façon d'appréhender les choses qui est différente et effectivement, prends un grand soin à être très rassurante et à peser mes mots quand j'annonce les choses. Tous les bilans, en fait, moi, j'insiste vraiment, peu importe ce qu'on va découvrir, il faut comprendre qu'on peut jouer dessus quand on travaille de manière globale. Il n'y a pas de fatalité, on n'est pas déterminé par un mot, par une maladie. Moi, j'imagine que c'est plus finalement quelque chose qui m'a aidé à grandir dans mon parcours de vie. Grâce à ça, j'ai pu prendre plus soin de ma santé. À l'époque où beaucoup de gens, par exemple, consommaient énormément d'alcool, de toxiques, ben moi, j'ai pris très tôt conscience que notre santé était précieuse et qu'il fallait faire attention. Donc, que ce soit au niveau de l'environnement, de la nutrition, j'ai commencé tout de suite à mettre le pied dedans et finalement, avec du recul, je me dis maintenant que c'était peut-être finalement un bon signe du destin pour que je puisse prendre soin de moi. Donc j'ai essayé de tourner ça en positif et effectivement, c'est important de comprendre qu'on n'est pas déterminé par des mots et que tout est possible de changer et ça, c'est vraiment le message que je voudrais porter aujourd'hui. Tu as, aussi dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que dans cette démarche de santé dans lequel on peut être, que ce soit parce qu'on souffre de troubles du sommeil, que ce soit parce qu'on souffre de troubles tels que toi tu as vécu, bah, tu as parlé d'endométriose, d'autres choses enfin, qui sont les symptômes que le corps il est en souffrance et lui il va exprimer, il va tirer la sonnette d'alarme et puis, bah, ça va se refléter d'une certaine façon chez une personne, chez une autre et tu as dit eh bien, une des cases de démarrage, une des cases de départ, ça va être d'aller faire un bilan sanguin. Et c'est vrai que, bah, quand on va chez son médecin, en principe, si on vient avec des problématiques, voilà, très spécifiques, une des premières choses qui va être faite, c'est, hem, on va aller faire une prise de sang, vérifier que tout va bien. Et alors, j'aimerais bien qu'on, démarre là-dessus, sur ce point qui est pour moi presque la clé de tout, même de compréhension globale. C'est le fait que quand on dit: «On va aller vérifier que tout va bien», on est bien d'accord que la prise de sang que le médecin va proposer, il y a pas tout dedans et que c'est en fonction de ce que le médecin il cherche, c'est en fonction de ce qu'on cherche qu'on va aller demander tel ou tel marqueur. Parce que finalement, une prise de sang exhaustive où il y aurait absolument tout, je pense qu'il faudrait un sacré paquet de tubes, mais tu vas le dire bien mieux que moi.
Et pourquoi je commence par ça? Parce que j'ai énormément de personnes que j'ai en rendez-vous et je leur dis: «Bah, voilà, quand est-ce que vous avez fait votre dernier bilan sanguin?» si vous toutefois vous en avez fait un. Et qu'est-ce qui a été regardé? Donc à chaque fois, je demande vraiment précisément quel marqueur a été vu, exploré. Et souvent la réponse c'est: «Bah, tout, tout». Et puis du coup, quand je regarde avec les gens, bah, en fait non, il y a pas grand-chose en fait. Il y a les quelques Oui. marqueurs, on va dire un peu de classiques qui sont donnés à chaque fois. Donc là, c'est plus un message de sensibilisation, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait une prise de sang et que dans la prise de sang qui a été faite, rien n'est ressorti, qu'il n'y a rien à explorer. Et Je ben, voilà, je te laisse, la parole là-dessus. il y a tellement à dire à propos de ça. Il y a plein de sous-sujets dans cette question. Déjà, c'est clair que les gens n'ont pas notion de ce que c'est une prise de sang complète. Bien souvent, ils voient une quinzaine de lignes et ils se disent: «Oh là là, j'ai déjà fait tellement d'analyses». Bon, en vérité, c'est toujours les mêmes, cholestérol, DFG pour la fonction rénale, sodium, potassium, glycémie. Le gros problème et le problème essentiel, c'est que ces analyses sont bien pour détecter des maladies graves, diabète, cancer, et cetera, mais pas pour diagnostiquer des problèmes qui apparaîtraient en amont de la maladie. J'aime bien dire toujours, il y a la pleine santé, il y a la maladie, et nous en France, on a mis le focus sur le traitement de la maladie et après. Mais tout ce qui se passe entre la pleine santé et la maladie, on ne s'en occupe pas du tout. Donc quand il y a une fatigue chronique, mais qu'il n'y a pas de maladie grave derrière, on ne s'en occupe pas et ça ne se voit pas sur une prise de sang classique. Quand il y a une résistance à une perte de poids, pareil. S'il n'y a pas de diabète, on ne s'en occupe pas parce que ça ne sort pas sur une prise de sang classique. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, et là je ne jette la pierre sur personne, c'est vraiment important de le comprendre aussi, les médecins ont 15 minutes avec les patients, c'est extrêmement compliqué. Nous, dans nos accompagnements, on passe des heures avec eux, donc ça n'est pas du tout comparable. Euh, voilà, donc à partir de là, vraiment, il faut comprendre que je ne jette la pierre à personne, tout le monde fait du mieux avec ce qu'il peut. Mais d'une part, il y a un problème de temps passé, donc forcément moins de temps passé avec les patients, moins de temps pour comprendre exactement les analyses qu'il faudra aller chercher. D'autre part, le problème est que ces analyses fonctionnelles avancées sont bien souvent non remboursées pour la majorité, ce qui représente un coût. Et effectivement, en France, on n'est pas bien sensibilisé à payer pour ces analyses. Et d'autre part, les analyses biologiques fonctionnelles, on n'est pas du tout formé à ça dans nos formations classiques, que ce soit à la fac de pharma ou à la fac de médecine. J'ai énormément d'amis qui y sont même passés récemment. Et quand on échange à ce propos, il y a des lacunes énormes. On est formé aux analyses classiques, mais pas aux analyses de santé fonctionnelle. C'est pour ça que c'est tout le temps les mêmes bilans qui sortent. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que un diabète, on peut le trouver 15 ans en avance en mesurant l'indice OMA qui mesure la résistance à l'insuline. Une crise cardiaque, on peut le voir 15 ans en avance en mesurant l'homocystéine, en mesurant les LDL oxydés. Analyse qui par ailleurs n'existe même pas en France, il faut aller la faire en Belgique. Il y a peut-être quelques labos fonctionnels en France, je crois Barbier qui le fait, mais enfin ça reste très anecdotique. Il y a vraiment des analyses qu'on peut faire. Le problème, c'est que bien souvent elles ne sont pas prises en charge, ou les praticiens classiques ne sont pas formés, bien c'est un coût. Enfin, c'est vraiment une problématique complexe, mais si je devais résumer, c'est qu'effectivement, les bilans standards qui sont faits, si vous avez un médecin, on va dire classique, qui n'est pas formé à la santé fonctionnelle, partez du principe qu'il manque énormément de choses sur vos analyses pour bien comprendre. Et là, je vais peut-être arriver sur la phrase que je répète chaque jour à chaque personne que je croise et que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est: si vous avez des symptômes, ce n'est pas dans votre tête. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose qui s'explique dans la biologie. Je ne dis pas que la biologie est plus forte que le psycho-émotionnel, les deux sont en lien, les deux comptent autant l'un que l'autre. Mais quand il y a de la fatigue chronique, quand il y a une résistance à la perte de poids, quand il y a des insomnies chroniques, etc., il y a toujours quelque chose dans la prise de sang, c'est juste qu'il faut chercher au bon endroit. Vous n'êtes pas fou, c'est pas dans votre tête. Voilà. Il y a, un élément sur lequel, je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, tu dis: «On n'est pas là pour, jeter la pierre à qui que ce soit» et moi, je le répète souvent sur le podcast, sur ma chaîne, qu'effectivement, les médecins, ils ont vraiment très peu de temps et donc le travail que nous, on peut faire dans nos accompagnements, bah, ça nécessite du temps. C'est obligatoire parce que justement, on est obligé d'aller creuser sur
l'ensemble des symptômes, de prendre toutes les pièces du puzzle, de recouper et du coup, bah, les analyses de sang sont un outil précieux pour faire ça. Mais il y a aussi une, démarche différente pour les personnes qui viennent nous voir et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de le souligner. C'est que souvent les une personne qui a un symptôme, qui se sent pas bien, va chez son médecin pour que son médecin lui trouve la solution et le soigne. C'est une grosse différence par rapport à quelqu'un qui va, par exemple, venir nous voir pour qu'on l'aide à se soigner. Et donc en termes de responsabilité, d'engagement et d'investissement sur sa propre santé, c'est complètement différent. Et donc c'est vrai que la personne souvent quand elle passe la porte de son médecin, elle attend une ordonnance en fait, elle attend un médicament, elle attend quelque chose de rapide pour pouvoir retourner à sa vie du quotidien sans avoir rien à changer. Et nous dans les démarches qui sont les nôtres aujourd'hui, on est là pour dire aux gens: «Mais je vais vous aider, je vais vous apporter plein de choses, je vais vous aider, mais par contre, c'est vous qui allez faire». Et du coup, dans l'approche, on n'est pas du tout, sur la même, dans la même dynamique. Je raccroche ça bien sûr à notre sujet du jour, parce que quand on va, faire des prises de sang, qu'on va explorer un petit peu plus loin, eh bien, certaines personnes vont presque être déçues de ne pas avoir de maladie. Parce que quand on a ce qui est étiqueté maladie, on a un traitement et hop, finalement, c'est une sorte de déresponsabilisation. Alors que dans les prises de sang, on va pouvoir trouver plein de choses qui sont de l'ordre de ça, c'est à optimiser. Et on croise avec ça, et on croise avec ça. Mais par contre, bah, il va falloir s'y mettre. Et donc parfois, ça peut faire un petit peu peur de se dire qu'est-ce que je vais trouver? Si je trouve rien dans les maladies, il va quand même falloir que j'ai la motivation pour pouvoir agir sur tout ce qui est ressorti. Et c'est là où je trouve que ton approche, Pauline, mais vraiment, on va y revenir, on va détailler ce que tu fais, comment tu travailles, comment tu fonctionnes. C'est là où c'est si précieux quand on est dans cette démarche-là, parce que si on a pris conscience de tout ça, bah, vraiment on a besoin d'aide, parce qu'on peut partir sinon dans tous les sens. Donc je sais qu'il y a plusieurs choses dans ce que j'ai dit, à la fois voilà, cette démarche dans laquelle on peut être en tant que patient et puis aussi ce besoin de se faire accompagner pour y voir clair, parce que quand on veut vraiment faire les choses pour sa santé, bah, il y a tout. De toute façon, le vivant, c'est un corps humain, c'est tellement complexe qu'il y a tout. Et donc toi, voici ma question, qu'est-ce que tu fais? Comment tu démarres? Qu'est-ce qui se passe avec une personne que tu reçois? Une personne là, aujourd'hui, qui te contacte, qu'est-ce qui se passe? Comment tu l'aides à exprimer au mieux sa santé? Et puis, bah, en ce qui concerne, là, notre audience, à prendre soin de son sommeil et à aller vers un bon sommeil, un sommeil puissant. Eh ben, je vais commencer par rebondir sur ce que tu avais dit au tout départ de comme tout à l'heure, tu m'as dit: «Ça peut être inquiétant pour les gens de voir des marqueurs qui pourraient être non optimaux, qui pourraient être hors cote et cetera». Mais en fait, ce que j'observe, moi, au quotidien, c'est que les gens qui viennent me voir, en général, ont des problèmes de fatigue chronique, ont des problèmes d'anxiété chronique, ont des problèmes de prise de poids, de yo-yo chronique. Et ces gens ont beau faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire manger correctement, faire du sport, essayer de bien dormir, ils récupèrent pas. Ils maigrissent pas, ils retrouvent pas d'énergie. Ça fait des fois des mois, des années que ça dure. Et quand enfin sur le bilan, on peut l'objectiver avec une valeur, c'est-à-dire voilà, le cortisol est effondré, voilà, la thyroïde ne fonctionne pas au niveau où elle devrait l'être, voilà, il y a des carences profondes en vitamine D, etc., etc. Ça permet aussi de légitimer la souffrance qu'on a depuis des mois, voire des années, et aussi de se dire bon, finalement, c'était pas ma faute quoi, c'était bien réel. Donc moi, finalement, paradoxalement, j'observe plutôt un soulagement. Les gens ont hâte souvent un peu, c'est un mélange de hâte et d'anxiété quand ils attendent les résultats. Mais en fait, quand on débrief, c'est toujours un moment de soulagement. Mmh. Parce Je que rebondis, mais c'est simplement pour dire que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas du tout en contradiction avec ce que tu viens de dire. Au contraire, ça va même plutôt dans ce sens-là. C'était mmh, simplement que tant qu'il y a pas, tu sais, quelque chose de grave, parfois oui, certaines personnes espèrent quand elles sont en errance depuis des années, des années, des années, elles espèrent presque qu'il y ait quelque chose de grave, bah, ouais. très marqué, parce qu'elles se disent: «Bah, justement, enfin, on va s'occuper de moi».
et du coup, elles peuvent parfois être un peu, plus dans l'inquiétude, qui est pas grand-chose. Je mets bien sûr des énormes guillemets, Bien mais sûr. ça correspond exactement à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment être soulagées de voir qu'il y a un petit truc par-ci, un petit truc par-là, un moyen truc par-ci, un moyen truc par-là, et d'autres personnes peuvent être un peu désespérées de se dire: «Ah mais en fait, il y a que des petits et moyens trucs, il y a pas un énorme truc». Bon, si je ferme la parenthèse, mais c'était simplement ça que j'évoquais. C'est pas en contradiction du tout avec ce que tu observes, parce que je pense, sincèrement, qu'il y a même probablement certains examens qui sont presque même pas utile de le faire tellement on sait que c'est ça, mais c'est tellement bien pour la personne de pouvoir le voir, ça renforce, ça la soulage tellement que je vais complètement dans ton sens. Ouais, ouais, complètement, je suis entièrement d'accord. De toute façon, parfois, quand on fait une anamnèse, donc qu'on recueille les symptômes, les problématiques des gens, il y en a qui trompent pas. C'est quand on me dit: «Oui, je suis frileuse, j'ai des troubles digestifs ou une digestion, lente, des problèmes de concentration, de mémoire, je perds mes cheveux». Bon, là, je mets un gros, gros billet sur une thyroïde qui dysfonctionne. Mais bon, c'est toujours bien de l'objectiver et de toute façon, c'est important de comprendre exactement où est-ce que ça coince, parce que c'est pas si simple que juste la TSH. La thyroïde, c'est vraiment un cas complexe. Il faut comprendre où est-ce que ça peut dérailler finalement. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ta question initiale, qui était comment ça se passe dans mes prises en charge. Ça commence toujours par un appel de 30 minutes pour recueillir les problématiques et bien comprendre, déjà d'une part ce qui arrive aux gens, et d'autre part est-ce que je suis en mesure de les aider. Il m'est très souvent arrivé de renvoyer des gens faire des examens chez le médecin bien avant de prendre une prise en charge avec moi, ou de renvoyer vers des spécialistes du sommeil comme tu peux l'être, parce que j'estime que là, ce n'est pas de mon ressort, mais ce sera mieux déjà de réorienter. Donc c'est important déjà de faire ce premier tri. Est-ce que j'en suis capable ou pas? C'est important de rester à sa place, de connaître ses limites. Donc ça commence par ici. Si j'estime qu'ensuite je peux leur être d'une grande aide, moi je recommande toujours de passer par de la biologie. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir croiser à la fois la clinique, les symptômes, et la bio, pour pouvoir être extrêmement précis. Parce que ce que je répète toujours, c'est que pour une même symptôme, c'est-à-dire fatigue chronique, troubles digestifs, difficulté de concentration, que sais-je, stress, il y a énormément de causes différentes. La fatigue chronique, ça peut être des carences, et ou un problème de thyroïde, et ou un déséquilibre de l'axe surrénalien avec le cortisol, par exemple, enfin, plein d'autres choses. Donc c'est important de croiser la symptomato et la biologie fonctionnelle pour remonter à la source des problèmes. Mon idée, c'est vraiment, on peut guérir les gens, mais il faut remonter à la cause première, la cause mère en fait, la source racine, comme j'aime bien dire. Et à partir de là, on peut dérouler. Si je sais que la fatigue chronique vient d'un problème de thyroïde, eh bien ensuite, après, je saurai exactement quel complément mettre, quel conseil nutritionnel recommander, quelle activité physique recommander. Il y a plein, plein, plein de choses dans la personnalisation, on peut aller très loin, ça va bien au-delà des compléments alimentaires. Je donne un exemple. Une personne qui serait épuisée chronique, où on trouve un cortisol effondré très très bas, ou une thyroïde en hypothyroïdie, etc. Et ben là, par exemple, le cardio intense va être contre-indiqué dans un premier temps parce qu'il va tirer encore plus sur les réserves hormonales. Donc ça va être ce type d'approche. Voilà. Donc, comment on peut co-construire après un écosystème sain, tant sur les compléments alimentaires si besoin. Ce sera objectivé du coup par la lecture des analyses bio. On verra s'il y a des carences, on verra s'il y a des déséquilibres. La mise en place d'une nutrition optimale, moi j'aime bien me baser à fond sur la chrononutrition, donc comment on peut optimiser sa nutrition pour ses hormones, pour servir sa biologie. C'est essentiellement beaucoup de protéines le matin, protéines le midi, et moins le soir pour ne pas gêner le sommeil. Pour rentrer dans le détail, mais je me base là-dessus. Adapter le sport et puis conseil de gestion du stress adapté. Voilà. Mon objectif, c'est vraiment d'aller régler le problème à la source, de comprendre exactement ce qui se passe, ensuite d'établir un plan sur mesure qui soit le plus holistique possible, le plus complet, et vraiment d'autonomiser les gens, qu'ils aient compris ce qui leur arrive, d'une part, qu'ils aient compris ce qu'ils auront besoin de surveiller dans le futur, et surtout le plan d'action pour guérir. Parce que avoir une liste de recommandations, manger 3 noix du Brésil par jour, faire des pas, etc., ça tient jamais. Parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, au bout de 2 semaines, 2 mois, on arrête. Tandis que
Si je mange mes noix du Brésil en me disant: «Là, je suis en train de faire du bien à ma thyroïde, j'ai vu qu'elle peinait parce qu'elle manquait de sélénium, je mange mes noix». OK, je vais peut-être pas manger mes noix tous les jours, mais durant des années, je vais continuer de le faire parce que j'aurai compris pourquoi. C'est vraiment ma façon de fonctionner. J'espère que ça a pu, éclairer un peu davantage. Tout à fait et puis, bah, tout à fait déjà sur ton point de vue, sur ta façon de fonctionner et puis ça m'évoque des questions. Hem, Là justement quand on est dans une démarche où voilà, on va faire des prises de sang, donc déjà on fait l'anamnèse, ensuite il y a la prise de sang, ensuite on attend le résultat de la prise de sang, ensuite on va mettre des choses en place suite à cette prise de sang et puis ensuite j'imagine qu'on va venir aussi contrôler. Alors on peut peut-être contrôler déjà parce qu'on se sent mieux, tout va bien, OK. L'idée c'est pas de faire des prises de sang juste pour le plaisir toutes les 2 semaines, on est bien d'accord. Mais, on est vraiment sur un process, bah, long à l'échelle de ce qu'on peut faire en se disant: «Je dors pas, je prends un somnifère». Bon, bah, là, on peut voilà, on est sur un process long à en référence à ça. Mais sinon, on est sur un process normal qui suit l'évolution normale d'un corps dont on prend soin. Pourquoi je dis ça? Parce que, sur combien de temps finalement s'échelonnent, bah, toi tes accompagnements? Comment tu prends en compte tous ces délais et le fait de se dire: «Bah, à partir de quand on va pouvoir commencer à avoir des résultats et à voir ce qui se passe?» Alors j'ai 2 types, d'accompagnement, 2 façons d'aider les gens. Pour ceux qui viennent me voir et qui n'ont pas de grosses problématiques, mais qui sont curieux de prendre soin de leur santé, ils veulent être certains qu'il n'y ait pas de déséquilibre caché, ils veulent pas qu'il y ait de zone d'ombre. Ces gens-là veulent faire un bilan poussé avec moi et veulent les recommandations, mais dans ces cas-là, moi je les vois juste une fois. On co-crée, j'aime bien parler de ce système de co-création, un plan d'action tous les deux, et ils repartent avec leur plan. Donc ça va être du one shot, si je puis dire, en une fois. Ou sinon, pour les personnes qui ont des problématiques plus ancrées, et souvent, ça je le sais parce que c'est des déséquilibres hormonaux, ça peut être la thyroïde, ça peut être cortisol, etc. Là, dans ces cas-là, ça s'étale sur 90 jours. Globalement, ce que j'observe, c'est que l'énergie peut revenir extrêmement rapidement. Parfois, c'est quelques jours. C'est toujours étonnant. Et d'ailleurs, j'aime pas communiquer sur une durée de jours parce que je veux pas être dans l'optique de vendre du rêve. Chaque corps est différent, chaque personne a sa façon d'y répondre. Il n'y a pas de compétition. Le seul but, c'est de s'améliorer soi-même, finalement, de guérir soi-même. Mais ça peut aller très très vite dans le regain d'énergie. Après, la stabilisation hormonale, c'est des mois et des mois. Mais comme on récupère de manière chronique de l'énergie, de la mémoire, de la concentration, il y a ce système de petites victoires dont on parle souvent en entrepreneuriat qui permet de durer sur le long terme. Et comme tout va de mieux en mieux, ça nous encourage à continuer ce qu'on était en train de mettre en place. Et donc au bout de 3 mois finalement d'accompagnement, on a peaufiné le protocole au maximum et puis les gens sont complètement indépendants. Parfois, il y en a certains qui continuent à vouloir me voir régulièrement, mais je pense que c'est plus de l'ordre du soutien, dans la durée que d'un réel besoin, biologique finalement. Mmh. Oui et puis il faut être honnête, changer ses habitudes, c'est pas facile et donc quand on peut avoir du soutien de la part d'un professionnel qui est bienveillant, qui est à l'écoute et puis qu'on est encouragé, puis qu'on se dit: «Allez, bon, je continue ça parce que je sais que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, je revois un tel, je revois une telle». Bon, bah, c'est quand même, très très soutenant dans ce qu'on peut faire dans le quotidien parce qu'il faut être honnête, bon, on va pas se cacher, il y a une grosse partie de changement alimentaire qui est nécessaire, même s'il y a pas que ça, parce que tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, en termes d'habitudes de vie, d'activité physique, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'assiette compte énormément et changer son alimentation, c'est pas évident. Hem, quel serait, toi, si tu avais un ou 2 conseils, vraiment d'ordre général, hein, pas par rapport à une problématique Mmh, spécifique, ouais. pour aider les gens qui veulent faire évoluer leur alimentation, qui veulent faire évoluer leur assiette. Moi, je dis, tu vois, juste pour te donner un exemple, moi, je dis souvent, ne faites surtout pas les courses avant d'aller manger et Mmh. puis, préparez en amont ce que vous allez cuisiner parce que ça va vous aider à faire les meilleurs choix pour vous, en fait. Vous allez le faire avec votre esprit rationnel et pas avec, le manque de sucre qui, là, d'un seul coup, vous tiraille. Donc voilà, bon, petite chose comme ça. Est-ce que toi, tu as, 1 ou 2 insights à nous partager? Ouais, tout à fait. C'est vrai que souvent, on s'imagine processus de guérison, il va falloir que j'abandonne mes habitudes, ça va être un peu une lutte permanente, et cetera. Moi, finalement, ce que j'observe, c'est que quand on le fait avec bon sens, finalement, il n'y a pas ce côté restrictif à l'extrême. Le tout, c'est
vraiment d'adapter au fur et à mesure. Par exemple, quelqu'un qui va déclarer une maladie auto-immune, effectivement, va avoir tendance à dire stop gluten. Je sais qu'il y a des gens, des médecins très connus, etc., qui vont être radicaux sur cette approche en disant zéro gluten. Pour moi, j'ai été dans ce cas-là. J'adore les pizzas. Je pense qu'une vie sans pizza n'est pas envisageable. J'arrive à en manger de temps en temps. En fait, le tout, c'est toujours, si la majorité du temps on fait les choses très bien, on peut tout à fait s'autoriser des plaisirs coupables de temps en temps. Et c'est pas un souci. Et ça va pas tout dérégler. Donc ça, c'est, je pense, très important de le conscientiser. Il n'y a pas d'aliment interdit. C'est plus dans quelle proportion et quand je le mets. Ça me permet d'embrayer sur mes meilleurs conseils, on va dire, vraiment ce que j'observe, qui a un impact le plus puissant, c'est le fait de manger un petit déjeuner riche en protéines. Le corps, il n'est pas du tout fait le matin pour manger des glucides. Donc des glucides, ça va être tout ce qui va être céréales, sucre, pain. On va dire le corps, en fait, notre corps biologique, il en a rien à faire de manger des glucides le matin. Ce qu'il veut pour fabriquer ses hormones, c'est des protéines et des lipides, donc des bonnes graisses. C'est ça dont on a vraiment besoin. Malheureusement, le petit déjeuner français traditionnel, c'est l'opposé de ce qu'un corps a besoin. Des céréales, du lait, du sucre, de la confiture, du gluten, tout un tas de choses qui ne servent presque à rien pour notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont des fringales dans la matinée, qui tiennent pas la concentration, enfin, qui n'ont pas de satiété sur la journée. La chrononutrition vraiment insiste sur ce point, et là, moi, je vois des miracles avec ça, que ce soit en termes d'énergie, de sommeil, de, d'anxiété. Vraiment, c'est très, très global. Manger protéiné le matin, ça, c'est vraiment important. 25-30 grammes de protéines le matin, c'est l'idéal. Petit rappel, mais 100 grammes de poulet n'est pas égal à 100 grammes de protéines, hein. Globalement, ce que je dis pour simplifier, c'est que 100 grammes de viande ou de poisson, c'est 25 grammes de protéines. Un steak haché, c'est 25 grammes. Et puis un œuf ou une tranche de jambon, c'est 6. Donc, pour vous donner un ordre d'idée rapide, mais un petit déjeuner top, 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 ce serait par exemple 2 œufs et 2 tranches de jambon, plus un avocat, des fruits, des oléagineux. Ça peut être 2 œufs, 2 tranches de truite fumée. Enfin voilà. Après, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Là, je donne salé. Ça peut être aussi sucré avec par exemple du fromage blanc, du skyr. On peut même l'enrichir en protéines en poudre si on veut, mettre des fruits rouges. Enfin, il y a vraiment énormément de recettes maintenant. Peu importe sucré ou salé, mais vraiment l'idée c'est protéiné, ça va déjà changer votre vie. Ça, c'était mon premier conseil. Et si j'en ai un autre, c'est que pour vraiment par expérience, le gluten, même si on n'est pas franchement intolérant, c'est-à-dire même si on n'a pas de symptômes du type fatigue, diarrhée, mal de ventre, etc., j'ai quand même constaté que quand on met des repas sans gluten, on a plus d'énergie l'après-midi, même pour des gens qui n'ont pas de souci avec. Donc si vous avez des problèmes d'énergie ou de concentration, surtout entre 13h et 15-16h, c'est qu'il y a un truc qui se passe pas bien dans votre digestion. Tentez un repas du midi sans gluten. Et c'est très simple en fait. Juste sortez les pâtes blanches et à la place, mettez du riz basmati, des pommes de terre, des patates douces, du quinoa, que sais-je encore, il y a plein d'alternatives maintenant. C'est juste sortir les pâtes blanches. Et là, ça, souvent on est surpris et il y a vraiment beaucoup de mieux pour la suite. Mmh. Pâtes et pain, parce qu'on Pâte est et quand pain, même ouais, tout à fait. le pain en France, c'est C'est quelque je chose. ouais, je me souviens d'une personne que j'accompagnais et qui me disait: «Je fais vraiment super attention, je mange pas de gluten, pas de ci, pas de ça». Vraiment, tu vois, elle était vraiment très très fière, de ce qu'elle avait changé et bon, moi, je prends ça dans l'anamnèse et en fait, quand j'accompagne les gens, j'ai un journal de suivi où du coup, je les encourage à noter, ce qu'ils mangent le plus souvent possible. Comme ça permet de faire émerger des choses et puis que je puisse les accompagner autour de ça et là, je voyais à tous les repas du pain, tous les repas du pain. Donc en fait, c'était vraiment du pain, puis pas mal de pain parce que c'était pain sous forme de toast pour tartiner, pour machin et tout. Alors, c'était pas de pour cette personne-là, du coup, c'était pas de gluten, donc pas de pâtes. Mais faut vraiment pas oublier que le pain, c'est du gluten et c'est vraiment que du sucre. On est dans la même dynamique. Donc c'est vrai que pour nous en France, ça peut paraître complètement, on peut être un peu marginalisé quand on dit: «Non, pas de pain». C'est vrai que dans les restaurants, on nous met le pain, c'est gratuit. Enfin, vraiment, il y a une culture du pain, de la pâte, du gluten, je sais pas trop comment. Mais en fait, c'est une habitude et ça change vraiment beaucoup de choses. Donc ouais, je te rejoins complètement. Merci d'avoir évoqué ce point-là. Écoute,
Tu as parlé tout à l'heure et je voudrais revenir dessus, des laboratoires. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques à quoi correspondent les normes labo, pourquoi d'un Ah oui. labo à un autre, finalement, on n'a pas forcément les mêmes fourchettes, les fameuses fourchettes dans lesquelles il faut être au milieu. Et puis pourquoi tu disais, bah moi, ouais, peut-être je vais chercher des laboratoires qui sont à l'étranger parce que ça ne mesure pas exactement la même chose. Comment tu fais pour aller trouver ces laboratoires-là? Pourquoi il y a autant de différences? C'est vrai que les normes, merci d'aborder ce sujet, c'est vraiment un sujet très, très important à évoquer aujourd'hui. C'est aussi ce qui explique qu'il y ait autant d'errance, c'est que bien souvent, les gens me disent: «Oui, j'ai fait un bilan, mais tout va bien, je suis dans les normes». Il y a un gros problème avec les normes des laboratoires en France. À part pour certaines analyses bien précises, comme par exemple la vitamine D, où les normes sont décidées par un collège médical bien précis, donc un collège d'experts qui se met d'accord sur ces normes-là sont les normes pour être en bonne santé. Pour la majorité d'autres marqueurs, les normes sont faites avec les labos par des cohortes de personnes, donc des groupes de personnes qui viennent au laboratoire, des échantillons tests. On exclut les extrêmes, les résultats extrêmes, et avec les résultats des autres, on fait des normes. Sauf que le premier truc qu'on peut se dire, c'est que les gens qui viennent au laboratoire, de facto, sont pas forcément des gens en pleine santé. Et donc, on se retrouve avec des normes de gens qui ne sont pas des gens en pleine santé. Et le meilleur exemple de ça, c'est la TSH pour la thyroïde. En France, je trouve des normes, parfois, entre 0,3 et 5. Hmm. Dans énormément de pays en Europe, même en Ukraine, j'ai appris récemment, quand la TSH dépasse 2, c'est une hypothyroïdie. En France, vous avez une TSH à 2, 2,5, 3, 3,5. On vous dit, il n'y a aucun problème avec votre thyroïde, passez votre chemin. Et ça crée une errance médicale énorme. Parce qu'en plus, les gens se disent, bah, c'est pas possible, j'ai tous les symptômes, mais c'est normal, je deviens fou, je deviens folle. Et ça, c'est vraiment un problème. Je parle de la TSH, mais il y a plein d'autres marqueurs comme ça. La ferritine, par exemple, la réserve de fer. Ça va de 30 à 300. C'est pas du tout les normes santé. À 30, on est à la limite de la carence. Pour être en bonne santé chez une femme, on est entre 75 et 150. Chez un homme, entre 100 et 150. Au-delà, c'est un signe d'excès d'inflammation. 200 de ferritine, 250, c'est pas du tout ok, il faut commencer à s'inquiéter et à se poser des questions. Ce problème de normes-là, ça crée vraiment un manque de diagnostic, un retard de diagnostic sur plein de pathologies diverses et variées. Un autre bon exemple de ça, c'est la glycémie. Dans les années 70-80, une glycémie normale, c'était inférieur à 0,85 grammes par litre. On est rendu à 1,20 maintenant pour le diabète. Quand on a une glycémie à 1,15 tout le temps, il faut se poser la question. C'est pas ok, c'est pas les normes santé. Et ça, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Et là, encore une fois, c'est un problème de formation. Je n'ai jamais entendu parler des normes santé dans ma formation de pharmacien. Les médecins, c'est pareil. Et j'ai dû me former autour pour comprendre. Et tout à fait, quand on a une double lecture comme ça, ben, c'est un autre monde qui s'ouvre, hein. Et quand on comprend effectivement comment c'est fait, ça permet d'éclairer plein de choses. Et tu l'as très bien dit, du coup, ce sont des panels. Donc effectivement, ça explique que ça change entre les labos. Et ce que tu viens de soulever aussi en parlant du fer pour les femmes ou les hommes, c'est que malgré tout, ben, il n'y a pas de distinguo qui est fait, à part si on vient tester les hormones sexuelles féminines, où là, effectivement, on voit en fonction de la période menstruelle, souvent, c'est indiqué. Mais sinon, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Et pourtant, il n'y a pas que pour le fer où il y a des différences. Et puis, il y a aussi énormément de personnes âgées qui vont faire des tests en laboratoire, parce que tu parlais des personnes qui sont moins en santé, mais il y a aussi une notion d'âge, c'est-à-dire que la personne à 20 ans, elle va pas avoir les mêmes besoins, et il va pas se passer la même chose pour elle qu'une personne de 80. Et si le labo, bah, lui, fait la majorité de ses tests pour des personnes de 80 ans, bah, forcément, ce qui va être étalonné là-dessus ne conviendra pas à une personne de 20 ans, et on peut passer à côté de quelque chose de très important. Donc, ouais, c'est vraiment essentiel de souligner ça. Et donc, euh, toi, comment tu fonctionnes quand tu regardes un bilan sanguin? Qu'est-ce qui, sur quoi tu vas porter ton attention en priorité? Tu te dis, tu prends les éléments, j'imagine que tu transformes les unités, parce qu'en plus, c'est pas tout le temps la même unité, ça peut des fois être un vrai casse-tête de savoir en quoi ça a été fait. Et après, tu mets dans ta grille à toi. Et cette grille-là, comment tu l'as constituée de par tes formations? Est-ce que tu l'as fait évoluer? Quelle est ta démarche autour de ça pour être le plus fidèle possible à ce dont la personne a besoin?
Alors, pour le côté formation, là, je dirais que vraiment, c'est infini. C'est-à-dire que chaque jour, j'apprends des choses, je suppose exactement comme toi. La santé, quand ça nous passionne, de toute façon, n'a jamais terminé. Et puis, ce qui est quelque chose que j'affirme aujourd'hui peut tout à fait être remis en cause demain et ce sera pas un problème. La science, la médecine a toujours fonctionné comme ça. Je pense qu'il faut pas avoir peur de remettre en cause ce qu'on a appris, d'une part. Donc, pour ma partie connaissance pro, bah, c'est vraiment de l'apprentissage continu. Et pour ce qui est du reste, bah, c'est vrai que j'ai pas de grille, je connais mes normes santé. Ce que j'ai, c'est que j'ai d'abord l'anamnèse, la clinique de la personne, donc j'ai ses symptômes en tête, je sais ce qu'elle vit, tant sur le plan psycho-émotionnel que clinique. Et je lis sa prise de sang une première fois de travers, comme ça, pour comprendre un peu déjà les premiers angles. Et tout de suite, ça me permet ensuite de faire des liens. Je vois que la ferritine est très élevée. Ça veut pas dire qu'elle est en surcharge de fer, ça veut dire qu'il y a une énorme inflammation, ok. Elle me dit qu'elle a des douleurs articulaires, ça va plutôt se relier comme ça. Je fais un peu une sorte d'araignée mentale Mmh. où j'ai tous les symptômes, je lis avec la bio, je lis la bio entre elles, je lis les symptômes entre eux, etc. Et bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on commence à travailler sur une problématique, tout découle du reste de manière ultra positive. Parce que dès qu'on va commencer à renforcer les carences, bah, la thyroïde, le cortisol, les hormones vont mieux fonctionner. Comme les hormones vont mieux fonctionner, il y aura moins de stress. Comme il y aura moins de stress, il y aura moins de déperdition de magnésium. Et donc ça va être vraiment un cercle hyper vertueux. Donc je dirais que j'ai une lecture très en diagonale dans un premier temps. Ensuite, je reprends ligne par ligne avec les valeurs santé, à interpréter selon le contexte, comme tu l'as dit tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui aurait une TSH à 2,2, 2,3, 2,5, c'est censé être au-dessus de ma grille, pour moi qui considère qu'il faut être entre 0,5 et 2. Mais si la personne n'a absolument aucun symptôme, bah, il faut prendre du recul aussi et se dire, ça peut être momentané, ça peut être dû à une petite fatigue momentanée, etc. C'est pour ça que la biologie, c'est excellent, la clinique, c'est excellent, mais tout doit fonctionner de manière interconnectée. Il faut pas abaisser les symptômes et mettre la biologie au-dessus ou inversement. C'est vraiment allié dans sa globalité. Je t'attrape en vol là par rapport à la TSH parce qu'en plus tu l'as évoqué à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel. Par rapport au sommeil, forcément la fonction thyroïdienne, elle est, sous le projecteur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les médecins ne font que le TSH? Alors je sais que Ouais. c'est une question de remboursement, c'est plus remboursé, comme la vitamine D, il y a des choses qui étaient Ah remboursées, là là. plus, et cetera. Est-ce que c'est vraiment qu'une question de remboursement ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce que cet aspect TSH, c'est incroyable et parfois même, les personnes que je peux envoyer chez leur médecin en leur disant: «Bah, voilà, parlez-en à votre médecin, allez plus loin au niveau de la thyroïde parce que là, tous les symptômes collent avec, voilà, une thyroïde qui est trop fatiguée, il faut aller explorer ça» et la personne revient vraiment en me disant: «Mon médecin n'a jamais voulu me faire autre chose que la TSH». Bon, bah, du coup, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un gros sujet, ça aussi. Alors, en fait, le problème vient de la formation initiale. Moi, j'ai toujours appris dans mon cursus, et en médecine c'est pareil, on fait la TSH. Si la TSH est bonne, il n'y a pas de problème de thyroïde. Bah voilà, ça c'est ce qu'on apprend dans nos études classiques en France. Ce qui est dramatique. Parce qu'on peut tout à fait avoir une TSH normale, même dans les normes santé, hein, entre 0,5 et 2, et pourtant avoir une T4 qui ne fonctionne pas du tout, une T3 qui ne fonctionne pas du tout, des anticorps. Et je ne comprends pas, mais d'ailleurs mes collègues en santé fonctionnelle ne comprennent pas non plus les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui est de dire maintenant, on ne fait que la TSH, de rembourser. Si elle est en dehors des normes, et en plus des normes françaises, hein, donc c'est-à-dire au-dessus de 5 ou 6, voire plus, là seulement on fait que T4. Et si T4 est encore une fois en delà des normes, qui sont pareilles, complètement aberrantes, hein, souvent c'est entre 9 et 19 picomol par litre, alors que la norme santé est à plus de 18, donc il faut vraiment être en dehors des normes, donc c'est un effort supérieur, et ben là on refait T3, ou les anticorps. Enfin c'est du délire parce que ça va encore plus provoquer un sous-diagnostic d'hypothyroïdie en France, qui est déjà, je pense, l'errance médicale numéro un, Mmh. parce qu'il y a un énorme problème de diagnostic. Alors, d'une part donc, manque de formation. Et d'autre part, il y a cette guerre, médecins classiques, on va dire praticiens classiques et praticiens fonctionnels, naturopathes, etc., qui s'affrontent. Et donc, vu que la thyroïde, on en parle énormément en santé fonctionnelle, et ben les médecins, on va dire plus conventionnels, vont se mettre en opposition en disant ça c'est un truc de charlatan, c'est un truc de naturopathe.
et de base, ne pas écouter les gens en disant: «Oh là là, c'est encore un truc, leur lubie». Et ça dessert avant tout le patient. Parce que qu'est-ce que enfin, bon, après c'est un vrai sujet, il y a un voilà, manque de formation plus le biais d'opposition. Quoi qu'il en est, les personnes au final n'ont plus leurs analyses comme elles le devraient et effectivement, c'est hyper important parce que la TSH ne suffit pas, j'insiste, il faut faire TSH, T3, T4 et les anticorps pour être sûr de ne passer à côté de rien. Et même avec tout ça, les dernières études montrent qu'en fait, ça pourrait bien ne pas être suffisant, parce qu'on pourrait avoir tout normal, la TSH parfaite, la T4 parfaite, la T3 parfaite, nos deux hormones thyroïdiennes, entre autres, mais pas d'anticorps. Et pour autant être en situation d'hypothyroïdie fonctionnelle parce que la T3, donc notre hormone thyroïdienne active, ne pourrait pas se fixer correctement au récepteur. Et ça, on peut en avoir suffisamment et pourtant on a quand même les symptômes d'hypothyroïdie. Donc il faut écouter les patients en priorité. Quand il y a des symptômes d'hypothyroïdie, il faut les traiter comme tels, c'est-à-dire hypothyroïdie fonctionnelle. On n'est pas obligé d'être sous l'évothyrox, loin de là. Il y a énormément de choses qu'on peut faire parce que tout dépend de la cause. Une thyroïde qui ralentit, ça peut être une carence en iode, en vitamine D, en zinc, en sélénium, un excès de cortisol, une RT3, une enzyme, autre chose trop élevée, des anticorps trop élevés. Et là, dans ce cas-là, il faudra travailler sur l'inflammation. On ne peut pas régler des problèmes de thyroïde avec une TSH seulement, et on ne peut pas régler des problèmes de thyroïde avec du lévothyrox seulement. C'est bien plus complexe que ça, et le problème essentiel, je dirais que c'est la formation. Merci infiniment d'avoir posé ces mots-là parce que c'est vraiment très précieux et ça correspond tellement à ce que je vois tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors bien évidemment que moi, mon travail n'est pas comme le tien, donc j'ai pas de suivi avec, les personnes qui peuvent aller faire certains examens, certaines prises de sang et donc c'est très précieux pour moi, mais j'en suis sûre pour toutes les personnes qui nous écoutent, d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Parce qu'effectivement, ça éclaire beaucoup de choses et puis à nouveau, ça permet de pas être désabusé, ça permet de pas baisser les bras et de pas se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai rien, je serai comme ça tout le temps». Non, en fait, c'est pas parce qu'on n'a rien vu qu'il y avait rien à voir et ça, c'est très, très important de le souligner. Est-ce que tu pourrais nous partager, Pauline, un peu tes quelques incontournables, au-delà des classiques, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, qui visent à découvrir s'il y a quelque chose de grave, une pathologie très grave à prendre en charge dans l'urgence, etc. Mais vraiment d'un point de vue santé, optimisation de sa santé, optimisation de son sommeil. Bien sûr, on va peut-être plus orienter sur sur le sommeil profond, la récupération. Quel serait un peu là ton kit de survie à côté duquel tu ne passes forcément jamais? Au niveau analyse biologique, du coup. Oui, si tu es avec quelques marqueurs Ouais. qui ne font pas forcément partie justement de ce que les médecins peuvent avoir l'habitude de donner et qui pourtant peuvent vraiment aider les gens lorsqu'ils sont dans cette recherche-là. Très clair. Alors, en numéro un, la vitamine D. Elle coûte 10 €, elle n'est plus remboursée, mais c'est bien peu de choses quand on sait les bénéfices qu'on peut avoir avec. Vitamine D ou hormone D d'ailleurs, c'est aussi une hormone, plus qu'une vitamine. Essentielle. Essentielle pour le sommeil, bien sûr, pour l'immunité, pour le moral, pour les muscles, pour la bonne santé de manière générale. Enfin, il faut avoir un bon statut en vitamine D. J'en profite sur les normes pour les rappeler. C'est entre 30 et 70 selon les normes labo. Les normes optimales sont bien plus entre 60 et 80 nanogrammes par millilitre, voire plus. Dans les maladies auto-immunes, on peut aller encore au-delà. Anti-inflammatoire hyper puissant, enfin c'est donc vitamine D, hyper important. Ensuite, je dirais évidemment la thyroïde, donc on vient d'en parler, tout l'armada, TSH, T3, T4, anticorps antithyroïdiens, vraiment, voilà, pour une thyroïde en bonne santé parce qu'elle dirige aussi le sommeil, donc hyper important. L'homocystéine aussi, dont on ne parle pas du tout assez. Alors, ce serait un peu compliqué d'expliquer ce que c'est l'homocystéine de manière technique, donc je vais volontairement vulgariser, n'attrapez pas ma veste les pros de santé, on va essayer de rendre ça digeste. C'est un produit issu de la méthylation du phénomène fait par le foie, mais on va considérer que c'est un déchet normal produit par le foie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce déchet, il est censé être recyclé, nettoyé par la vitamine B9 et la vitamine B12. Et quand il n'est pas recyclé, parce qu'on manque de vitamine B9 et de B12 notamment, hein, il y a la choline aussi, mais on va simplifier, il s'accumule et il peut causer à terme des AVC, des maladies neurodégénératives et
de la neuroinflammation, donc l'inflammation au niveau du cerveau. C'est important d'avoir une homocystéine qui reste en dessous de 8 pour éviter tout risque futur, mais également tout risque de neuroinflammation et donc indirectement un bon sommeil, c'est important. Donc homocystéine, parce que ça paraît vraiment hyper important. Euh, je dirais que c'est essentiellement ça. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est peut-être un petit peu moins directement lié au sommeil. Je dirais que les principaux, ce serait ça, homocystéine, vitamine D, la thyroïde. Bon, et puis après, évidemment, le cortisol. Heu, Mais justement, enfin, ça oui. tombe très bien que tu l'évoques parce que j'allais y venir à ce fameux cortisol et notamment parce qu'on parle beaucoup des prises de sang là, mais les bilans, les analyses ne sont pas que autour des prises de sang. Il peut aussi y avoir des tests salivaires ou des tests urinaires. Et justement, je voulais t'amener sur ce fameux cortisol, donc ça fait le pont parfait pour savoir ce que toi j'ai entendu toujours énormément de choses autour de la prise du cortisol. Et puis, il y a plein de choses qui me paraissent pas logiques et je serais très curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Déjà, est-ce que c'est pertinent de le faire en prise de sang, au niveau salivaire, au niveau, urinaire? Et puis donc parfois je propose à une personne que j'accompagne d'aller faire un test de cortisol, donc je précise bien sur 24 heures parce que de faire du one shot à 10 heures le matin, en fait, ça ne nous donne aucune information. Nous, ce qu'on cherche, c'est bien évidemment la courbe pour voir si on a une courbe qui est, physiologique, normale. Hem ou qui pourrait expliquer pourquoi la personne, elle reste en éveil toute la nuit, bref. Et donc je précise sur 24 heures et les gens reviennent, avec, un gros bocal, en plastique là des labos. Les urines des 24 heures, oui. Ils dirait les 24 heures, mais dedans, tout dedans. Donc en fait, on n'a pas, la courbe du coup. Et donc j'ai l'impression, là je te parle juste de mon expérience, mais année après année, c'est tout le temps la même chose à chaque fois que je propose aux gens de faire ça. J'ai l'impression que même les labos, ils sont pas très au fait de pouvoir donner plusieurs échantillons, d'expliquer aux gens que si on veut des courbes, que ce soit pour le cortisol, pour la mélatonine, j'imagine que c'est la même chose, même si je suis pas familière avec ça, parce que, j'ai tendance à considérer que ça suit le cortisol, donc je vais pas faire énormément de trucs aux gens, après ça devient trop complexe. Je suis pas qualifiée pour ça, tu l'as 1000 fois plus. Mais donc du coup, tant qu'on n'a pas cette courbe-là, on peut pas avancer. Donc finalement, les gens, ils sont dans une démarche, puis c'est démotivant aussi parce que du coup, ils vont faire ça, ils prennent du temps, ils vont se faire ça avant le travail, ils vont récupérer. C'est toute une organisation parfois avec les enfants, etc. Et puis du coup, on leur dit, bah non, mais en fait, il faut recommencer, je peux pas utiliser vos analyses. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais je te laisse rebondir sur ce qui te paraît le plus important, sur ces différents points. Alors oui, effectivement, le cortisol, c'est un sujet, là, je vais dire, par rapport à mon expérience perso et moi, ce que j'ai lu. Donc voilà, on peut toujours trouver d'autres avis. En tout cas, voilà le mien. Il y a plusieurs façons, effectivement, de doser le cortisol. La plus répandue, et pas la meilleure, c'est le dosage du cortisol sanguin à 8 heures. Pour une raison extrêmement simple, c'est très pratique. On le fait avec le reste des analyses dans la foulée, parce que le pic de cortisol est censé être à 8 heures le matin, donc on fait la prise de sang au moment où le cortisol est censé être le plus haut, et on voit que s'il est très bas, bon, bah, il y a une carence, et s'il est beaucoup trop haut, c'est qu'il y a un excès. Bon, globalement, pour résumer, c'est ça. Bah, le problème étant, et tu l'as très bien dit, c'est qu'on n'a pas de cinétique sur la journée. Il y a des gens qui ont le cortisol qui est complètement inversé, va être très bas le matin, très haut le soir. Ou bien qui vont être à plat toute la journée, épuisement surrénalien, burn-out, etc. Ou bien très haut toute la journée. Et ça, on ne peut pas le savoir avec une prise de sang, à un instant T. Le problème des urines des 24 heures, comme tu l'as dit, bah, c'est exactement pareil. Il y en a qui disent c'est plus fiable que la prise de sang. Alors, un petit peu plus fiable, oui, mais on n'a toujours pas de courbe. On va savoir combien de cortisol a été sécrété sur la journée, mais on va pas savoir si ça a été beaucoup d'un coup et puis peu ensuite le soir, ou inversement, beaucoup le soir et peu le matin. Donc moi, mon cortisol préféré, c'est le cortisol salivaire en 4 ou 5 temps, selon les labos, qui doit se faire à plusieurs moments de la journée. Chez LIMS, en l'occurrence, le labo avec lequel je travaille le plus, c'est-à-dire au réveil, 30 minutes plus tard, à midi, à 18 heures et à 22 heures. Ce qui permet de relier les points et de comprendre exactement ce qui se passe. Parce qu'un excès de cortisol ou trop peu de cortisol, c'est globalement les mêmes symptômes. Trop de stress, sur le cerveau qui ne s'arrête jamais, etc. Pourtant, la façon de le prendre en charge n'est pas du tout la même. Et c'est là que la bio est vraiment hyper pertinente, c'est qu'on n'est pas devin. Pour des mêmes symptômes, on a des causes différentes, et là, c'est vraiment important de comprendre. On parle toujours d'excès de cortisol. J'ai plein de gens qui me disent mon cortisol, il doit être super haut, je suis très très stressée. En fait, bien souvent, il est beaucoup trop bas. Mais c'est tout aussi problématique.
Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. Donc moi, clairement, je suis comme toi, je veux le cortisol, la courbe, et le cortisol salivaire me paraît être ce qu'il y a de plus pertinent, à l'heure actuelle. Pauline, ça fait presque 1 heure qu'on est en échange. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. Moi C'est non vraiment plus. très, très passionnant tout ce que tu nous as apporté. Il me reste encore 2 questions. Est-ce que ton planning et ton agenda permettent de Oui, pousser tout à encore fait. 10 minutes? Bon, eh ben, super, on a de la chance. Écoute, je voulais qu'on aille évoquer, si ce n'est explorer un petit peu ce qui se passe au niveau du ventre. Idem, je te partage ce que j'ai entendu et je serais très curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Je sais qu'il existe des analyses, de sel, des analyses aussi pour aller essayer de détecter les parasites, des analyses pour voir ce qui se passe au niveau du microbiote, est-ce qu'il y a des déséquilibres, fongiques, bactériens et cetera. Hem, Est-ce que tu considères que c'est fiable, que c'est intéressant même si pas, complètement fiable? Est-ce que tu penses que ça apporte des billes suffisantes pour pouvoir agir derrière? Moi, j'ai entendu un peu tout et son contraire. À la fois que ça pouvait être très pertinent pour réajuster, à la fois que de toute façon c'était pas du tout fiable, donc c'était des examens inutiles pour les gens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce qu'il faut peut-être pour répondre à ma question, est-ce que c'est on peut tout englober au niveau du microbiote ou est-ce que c'est nécessaire d'aller spécifier, si on parle des parasites, si on parle des, je sais pas moi, des gens qui peuvent avoir des mycoses à répétition ou des voilà, au niveau plutôt champignons, levures ou alors bactériens. On entend beaucoup parler de certains, compléments alimentaires justement pour venir, travailler, très régulièrement au niveau du ventre pour rééquilibrer le microbiote, les probiotiques, prébiotiques. Est-ce qu'on prend ça à l'aveugle? Est-ce qu'il faut des tests? Est-ce que malgré les tests, on prend pas? Enfin, même si je sais que c'est pas tu peux pas répondre à toutes ces questions parce que c'est à individualiser. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu penses de ces examens-là? Alors, je vais faire un petit disclaimer. La santé digestive, les troubles digestifs, j'en prends en charge à mon échelle en santé fonctionnelle, mais c'est pas ma spécialité, et je considère que là, c'est tellement complexe, les troubles digestifs chroniques, que quand ça m'arrive de bloquer sur des situations, je renvoie toujours vers des praticiens qui ne font que ça, qui sont ultra spécialisés en santé digestive. C'est vraiment une spécialité pour moi qui doit être, enfin, les gens ne doivent faire que ça. C'est tellement complexe, il y a de nouvelles arrivées chaque jour, que ce soit sur les probiotiques, sur les tests, etc. Donc, je peux me tromper, je vais donner vraiment mon avis en tant que praticien, en tant qu'ayant moi-même eu un syndrome d'intestin irritable pendant plus de 10 ans, et de mon expérience et aussi de mon retour d'expérience avec les patients que j'ai pu avoir. Déjà, les parasites, on en entend énormément parler depuis peu. C'est une bonne chose, mais ça ne doit pas devenir une mode. C'est-à-dire que tout le monde ne doit pas se mettre à se déparasiter. Parfois, les gens ont des foies fragiles et ça peut devenir un vrai problème. Donc, absolument se faire accompagner, c'est un essentiel. Par contre, je suis entièrement d'accord avec les médecins qui disent que c'est sous-diagnostiqué. On ne fait plus du tout de dépistage de parasites. Pour autant, les gens n'ont jamais autant voyagé dans des pays, Thaïlande, Sri Lanka, Égypte, Afrique de manière générale, enfin bref, plein de pays où il coexiste tout un tas de parasites. Et je compte pas le nombre de gens qui sont revenus avec des touristas ou des infections bactériennes ou parasitaires importantes. Qui n'a pas été dans un pays et qui est revenu avec un mal de ventre et des problèmes digestifs carabinés pendant des semaines. Bon, là, pour moi, c'est très pertinent de faire une recherche de parasites. Ça paraît plus qu'évident qu'il y en a eu un, et c'est jamais fait en routine. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont des troubles digestifs depuis 15 ans, alors qu'ils ont juste un parasite. Donc dans ce cas-là, c'est très précis. Alors, par contre, pour diagnostiquer les parasites, il faut absolument que ce soit fait par technique PCR, j'insiste, si c'est votre cas, technique PCR en 3 fois. Ça doit être fait un lundi, un mercredi, un vendredi pour être sûr de ne rien louper, et avec la technique PCR. Je sais que, alors j'ai aucun conflit d'intérêt avec eux, mais les laboratoires Biogroup le font par exemple. Mais c'est très loin d'être le cas pour tous. Donc demandez toujours, est-ce que vous faites par technique PCR? Est-ce que Très tu peux important. nous en dire quelques mots de cette technique PCR? Moi, la première, je ne sais pas à quoi ça correspond. Selon les parasites, ça va permettre de diagnostiquer une partie. On va rechercher une partie très précise en fait du parasite en question. Donc on peut en chercher plusieurs. En général, on va chercher, les plus communément retrouvés dans ces types de pays. On peut en chercher 5, 6, 7, 8, 9, 10 selon le pays qu'on cible. Et on va chercher vraiment à reconnaître leur ADN, pour Mmh. faire simple.
Donc on va chercher de manière précise. Parce que sinon, on peut chercher globalement, est-ce qu'il y a eu des métabolites faits par les parasites, donc est-ce qu'ils ont sécrété certaines molécules, mais parfois les parasites sont un peu en dormance, ne font rien, et dans ces cas-là, ben, on les détecte pas. Donc vraiment important d'aller chercher avec ces techniques de haute précision, technique PCR, qui est un peu la même technique qu'on utilisait pour détecter le Covid à un moment donné. D'ailleurs, on cherche vraiment une partie bien précise du parasite, et du coup, s'il est là, on le trouve. Après, c'est pas du 100% fiable. Parfois, les PCR sont négatives et pour autant, il y a quand même des parasites. Donc, c'est pareil que pour mon thyroïde de tout à l'heure. Même si la bio est négative, mais qu'on a tous les symptômes, il faut se poser la question de traiter quand même. Mais là, pour le coup, je renvoie sur vraiment des praticiens hautement spécialisés dans ce type de suivi. Donc ça, c'était mon avis pour les parasites. Clairement, c'est sous-diagnostiqué, on n'en parle pas assez, mais ça doit pas devenir non plus la nouvelle mode. Voilà, c'est vraiment à individualiser selon le contexte, mais pour le coup, c'est très pertinent. Pour ce qui est des analyses de microbiote, au niveau de la précision, ça s'est quand même grandement amélioré ces dernières années. Globalement, moi, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait des techniques qui utilisent l'ARN16S pour être vraiment ultra précis, etc. Bon, ça, c'est important. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? J'ai énormément de gens qui veulent faire cartographier leur microbiote, mais en fait, bien souvent, avec la clinique, avec les symptômes, on peut déjà présupposer que certains groupes de bactéries vont prédominer par rapport à d'autres. Il n'y a pas besoin de dépenser 300 € de tests de microbiote pour savoir que on a une flore de putréfaction quand on a des gaz malodorants, par exemple, et qu'on réagit ça en mangeant des protéines, on a des gaz malodorants, bon, ça fait penser à une flore de putréfaction. Le cartographier, ça permet de le visualiser, de dire ok, il y a tel excès de flore, telle proportion en excès, etc. Bon, après, est-ce que ça change vraiment la prise en charge? Je pense que dans le cas de bourses modestes ou faibles, on peut s'en passer. Dans le cas complexe, après, ça peut être peut-être pertinent, mais là, on sort de ma spécialité. Je ne suis pas vraiment hautement spécialisée dans les troubles digestifs. Je connais bon, beaucoup de bases hein, sur la prise en charge notamment de SIBO, d'intestin irritable pour réduire. Je dirais que chez 80% des personnes que je suis, les problèmes se règlent avec les bonnes pratiques que j'ai apprises, mais pour les cas bien spécifiques avec, par exemple, des gens qui ont des rectocolites hémorragiques, des Crohn très très avancés, euh, vraiment des SIBO, pareil, extrêmement déréglés, etc. Là, ça peut être pertinent. Moi, je renvoie chez des gens qui ne font que ça, en fait, au quotidien et qui en connaissent bien plus que moi. En tout cas, voilà mon avis. Les tests de microbiote, je pense que c'est pas l'urgence. Il faut d'abord essayer tout ce qui paraît plus cohérent, se baser sur la clinique. Et si on coince, là, potentiellement, ça peut être plus pertinent si on a un type de bactérie bien précis qui sort du lot, mais je pense que c'est pas, même si c'est sexy sur le papier d'aller cartographier son microbiote, je suis pas sûre que ce soit l'urgence. C'est très, très, très pertinent ce que tu viens de dire, je trouve, parce que c'est pas parce qu'on veut justement prendre soin de soi qu'il faut tout faire d'un coup. Et cette notion d'urgence et de feuille de route, en fait, à nouveau, hein, ça revient à ça. Qu'est-ce que je fais déjà maintenant? Qu'est-ce que je fais pour demain? Qu'est-ce que je fais pour après-demain? Si ça reste pertinent de le faire, c'est aussi très important parce que malgré tout, on peut avoir un petit peu ces deux extrêmes. Et j'invite les gens qui nous écoutent à prendre ça en compte pour eux dans leur démarche sur ce chemin sur lequel ils sont, c'est que il faut pas être dans je fais rien. Bon, je me nourris de connaissances, mais par contre, je passe jamais à l'action, je fais rien parce que bah, forcément, il y aura jamais rien qui va changer. Si on ne change pas ses habitudes, si on ne met rien en place, bah, les résultats sont toujours ceux qu'on a toujours connus. Mais en revanche, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême à se dire, bah voilà, je vais absolument tout faire, je veux connaître mon corps par cœur, à tout moment, faire tous les examens possibles, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Au contraire, même ça peut complètement presque diluer l'information, diluer aussi l'action de ce qu'on va pouvoir faire derrière. Donc attention de ne pas être dans les extrêmes. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, Pauline, lorsque tu parlais d'alimentation, de restriction. Je pense très sincèrement que l'idée, c'est de tendre vers quelque chose, d'aller, d'avancer pas à pas et de suivre un objectif, mais sans non plus se noyer sous une quantité astronomique de tests. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu plus mon point de vue. Écoute, je vais enchaîner avec ma toute dernière question qui finalement, euh, j'ai l'impression que tu y as presque répondu au fil de notre échange aujourd'hui, mais je vais quand même l'expliciter pour que tu puisses rebondir dessus. Euh, Dans mon parcours, dans mes formations autour de la santé en naturopathie, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai connu un peu, bah là à nouveau des extrêmes, bon, comme c'est souvent le cas, hein, à la fois le non-interventionnisme le plus complet, à savoir
le corps est capable de tout faire, donc pas besoin de prise de sang, pas besoin de compléments alimentaires, rien besoin, juste tu manges bien et puis tu avances. Tu fais attention à faire du sport et cetera, puis tu avances. Et puis, bah, d'autres approches où justement, tout doit être sous enfin, on n'a pas suffisamment dans notre alimentation, donc tout doit être entre guillemets «sous contrôle», de renforcement de compléments alimentaires, des prises de sang très, très, très régulièrement. J'aurais tendance, à titre personnel, et quand on me pose la question, c'est ce que je réponds, à être plutôt au milieu de tout ça, à dire que bah, les prises de sang, ça me paraît être un départ incroyablement efficace pour savoir où aller, plutôt que de gaspiller un petit peu son énergie à droite à gauche, que les compléments alimentaires, ils peuvent tout aussi bien être dans le même ordre, c'est-à-dire pour enfin, comment dire? Impulser des boucles de récréation positives dans le corps, plutôt que de peiner, d'être là pendant des mois et des mois avec le quotidien qui est le nôtre aujourd'hui dans nos sociétés modernes. C'est pas comme si on était sur une île, les pieds dans l'eau tout le temps, les pieds, dans la terre, dans l'herbe, avec nos proches, à passer du bon temps. Bon, force est de constater, c'est que 99,999 des gens, c'est pas du tout leur quotidien et que venir soutenir ça pour enclencher un cercle vertueux, bah, ça me paraît pas non plus, déconnant, pour utiliser ce mot un peu fort. Et donc je pense que même si ça doit pas être une fin en soi, pour tout le temps, j'ai l'impression quand même que c'est un essentiel pour gagner du temps et en énergie. Alors bien sûr, je te pose la même question, mais je connais, ton point de vue, en tout cas au vu de tout ce que tu nous as partagé. Quel est ton discours vis-à-vis de ça? Et à quel moment tu dis aux gens: «Bah, peut-être non, là stop» ou alors: «Non, mais là vraiment faut y aller», pour des personnes qui seraient un petit peu plus réticentes? Quel est ton point de vue? Bon, c'est globalement un avis entièrement partagé. Je pense que comme dans tout, la modération, c'est la clé. Il faut pas tomber dans un extrême, mais bon, malheureusement, la société tend à ça, à être très polarisée. On est très pour quelque chose, très contre quelque chose. On prend position, on défend son bout de terrain. Enfin, vraiment, c'est et puis on en fait son identité. Bon, moi, j'essaye de cultiver un peu l'inverse, c'est-à-dire, voilà, il y a du bon partout, il y a du moins bon partout. Il faut vraiment pas être dogmatique, tout le temps remettre en question ce qu'on croit savoir ou penser. Et ça s'applique aussi, du coup, aux prises en charge. Je pense que c'est très individuel. Il faut pas tomber dans l'excès du contrôle parce que bien souvent, cet excès de contrôle, excès de sport, excès de compléments, etc., ça vient masquer d'autres peurs qu'on a en nous. Donc là, plutôt de la sphère psycho-émotionnelle. Je pense que tout est dans l'équilibre. On peut pas dire que on a besoin de rien parce qu'on vit dans un monde qui actuellement n'est pas du tout fait pour notre espèce telle qu'elle a été conçue. On est complètement sous stress H24, même si on n'a pas d'anxiété, on est sous stress quand même, ce Mmh. qui consomme énormément de nos ressources. On est censé vivre en groupe, on vit seul ou presque seul. On n'a plus du tout les temps de repos et d'action comme on avait avant, donc de toute évidence, le corps a besoin de soutien puisqu'on lui impose un rythme qui n'est pas le nôtre, et alors là, encore plus pour nous les femmes. Heu, c'est une ineptie de dire que nous sommes strictement égaux aux hommes, on a des cycles, et notre vie devrait être réglée selon ces cycles. Phase folliculaire, donc de nos règles jusqu'à l'ovulation, nous avons plus d'énergie, on est plus conquérante, là on pourrait travailler beaucoup, et cetera. Phase lutéale, donc phase après l'ovulation jusqu'aux règles, on devrait être en période de repos, de calme, moins de stress, moins de sport, plus enfin du sport plus adapté, moins intense, moins cardio intense. Il faut s'écouter. Le fait est qu'on exige des femmes une, rigueur et une constance absolue, ce qui est tout à fait contre-naturel. Donc évidemment, on a besoin de soutien, plus ou moins en fonction de sa sensibilité. La prise de sang, je dirais, est un essentiel, et c'est pour ça que je l'inclus systématiquement dans ma pratique, parce que on n'est pas devin. Et je peux suspecter une carence, par exemple en vitamine D, mais je saurais jamais à quel point. Est-ce qu'on est à la carence grave, 4 nanogrammes par millilitre? Est-ce qu'on est dans une carence modérée à 30? Voilà, en fait, ça, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas investigué au niveau de la biologie. Donc je dirais que c'est important d'en faire au moins une fois. Moi, j'en fais à titre personnel, mais pour surveiller mes antécédents, une fois tous les 3-4 mois, mais une fois tous les ans me paraît déjà très bien. D'en faire une grosse de temps en temps, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans pour vérifier, c'est pertinent aussi. Et après, c'est des règles de bon sens. Quand on a compris ce dont son corps a besoin, on peut s'orienter vers certaines pratiques. Pour des femmes qui ont un mode de vie très exigeant, le véganisme, c'est se mettre des bâtons dans les roues,
Je parle pas du tout du côté éthique de la chose, c'est un autre débat, mais le fait est que, ben, ça va être beaucoup plus dur d'avoir tout son apport en vitamines et minéraux sans se supplémenter, par exemple. Bon, il y a tout un tas de d'individualités comme ça, sportifs de haut niveau, voilà, véganes ou végétariens, heu, soumis à des stress très intenses, des gens qui ont fait énormément de grossesses, donc qui ont perdu énormément de vitamines et minéraux. Bon, ça s'individualise, les besoins de chacun sont individualisés et si je devais terminer par ça, c'est écoutez-vous et si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, si vous sentez que non, mais il y a quelque chose qui cloche malgré des analyses qui sont parfaites, malgré qu'on vous dit qu'il y a rien, continuez de creuser, vous finirez par tomber sur un praticien qui vous écoutera et vous finirez par trouver, mais il faut pas lâcher. On est un monde, en France, de la santé qui est très orienté sur le curatif. On prend pas assez soin des gens en prévention, mais par manque de temps et de moyens, évidemment. Mais voilà, faut pas lâcher quand on pense qu'on a un déséquilibre quelque part. Faut continuer à y croire et penser qu'on va trouver une solution parce que ce sera le cas. C'est un mot de la fin qui résonne fort chez moi et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Pauline, merci infiniment, c'était très, très riche ce que tu nous as apporté aujourd'hui. J'espère sincèrement que notre communauté, là, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vont vraiment prendre la mesure de la richesse de ce que tu nous as apporté, de ta façon de voir les choses, de ce qu'on peut en tirer par rapport à chacun de nous, en fait, sur notre propre parcours. Donc merci pour ton temps, pour les conseils et puis, je te souhaite, bah, une belle continuation et de belles formations futures parce qu'effectivement, tu l'as dit, la formation, c'est en continu et autant on accompagne, les gens, chacun sur, leur chemin et on les encourage à s'informer et à se former. Mais je pense que pour nous, en tant que thérapeutes, c'est indispensable et donc effectivement, ça fait une grande différence par rapport à des personnes qui ont appris quelque chose à un moment donné, puis 10 ans après, ils en sont toujours, sur les mêmes, apprentissages alors que ça évolue tellement. Donc, bravo à toi, bonne continuation et puis, peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup Aurélie de m'avoir invitée. C'était effectivement un échange hyper enrichissant, mais j'adore échanger de cette manière. On apprend toujours, on n'a jamais fini d'apprendre et puis avec grand plaisir pour une collaboration future.